Alors que les choses soient claires, j'ai été en prison à cause de mes déclarations et de mon positionnement politique. Mais lui aussi. J'y arrive. J'assume entièrement la responsabilité de mes déclarations et de mes actions. L'Algérie, ce n'est pas le pays de lumière. L'Algérie, ce n'est pas le pays des droits de l'homme, comme la France. Donc il faut savoir à quoi s'attendre lorsqu'on s'engage sur ce terrain extrêmement délicat de la souveraineté nationale et de l'unité territoriale algérienne. Quand on dit que la moitié de l'Algérie, était marocaine, il faut savoir que lorsqu'on dit cela dans un pays qui a été colonisé pendant 132 ans par la France, il faut savoir qu'on ne va pas avoir un tapis rouge en arrivant à Alger. Donc bien sûr, je suis pour la liberté d'expression, bien sûr, je suis pour la liberté d'écrire et de dire ce que l'on veut, mais quand on va en Algérie, il faut savoir à quoi s'attendre. Je savais qu'en allant en Algérie, j'allais être emprisonné. M. Boualem Sansal savait très bien qu'en ayant tenu les propos qu'il a tenus, il allait être lui aussi emprisonné. D'accord. Et si personne ne se bat pour l'écrivain Rachid Nekaz, qui a publié 6 ouvrages, mais se bat pour Boualem Sansal, moi je dis niet. J'ai été en prison, il va en prison. Alors, il y a quelques jours, comme je l'ai expliqué, nous recevions ici donc, l'historien de l'Afrique, Bernard Lugan, qui lui aussi, comme Boualem Sansal, rappelle que l'ouest de l'Algérie était marocaine, en citant d'ailleurs l'ensemble des districts qui faisaient partie avant justement la colonisation, avant la réorganisation par le pouvoir colonial français. Bernard Lugan dit « Le pouvoir algérien est jaloux du Maroc ». Et il précise « Il ne tient aujourd'hui que par 2 piliers, la haine de ce même Maroc et celle de la France ». Vous en pensez quoi ? Le problème qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie est un problème de leadership au niveau de l'Afrique du Nord. Juste une information, lorsque la France a détrôné le sultan marocain Mohamed V, le 20 août 1953, qui s'est révolté 2 ans après, c'est-à-dire le 20 août 1955, pour que le sultan Mohamed V retrouve son trône, car les Français avaient mis à la place du sultan Mohamed V le Glaoui de Marrakech. C'est le peuple algérien, notamment dans l'est de l'Algérie, dans la région de Constantine, que Benjamin Stora connaît très bien. Donc les liens entre l'Algérie et le Maroc sont extrêmement forts. In August last year, Sidi Mohammed bin Arafah became Sultan of Morocco. This followed the deposition of Sultan Ben Youssef by the French. It was a move that caused immediate friction, and the new Sultan found himself frequently opposed by leading Moroccans. Only a few weeks after the new Sultan came into power, we filmed exclusive pictures of an attempt on his life while he was riding from his palace at Rabat to the Grand Mosque. The Sultan was on his way to attend the Muslim ritual of Friday prayers. All seemed quiet as he neared the mosque, and then... Wounded by bullets, the assailant lay dying on the ground. His mission had failed, for the Sultan was unharmed. The chieftain's horse had its leg broken and was quickly destroyed. The attack, it was announced, was a purely personal affair and not connected with the Sultan's political opponents. Then, during a visit to Marrakesh a few days ago, the Sultan went to pray at the Berrima Mosque. This was part of the first tour he had made here since his accession. Again, all seemed well as he and his followers knelt in homage. The service of noonday prayers came to an end. Suddenly, an explosion was heard. A grenade had been thrown at the Sultan as he left the mosque. With blood streaming down his face, the 64-year-old leader was hurried to his car. He had received a cut across the forehead. The assailant, a 25-year-old truck driver, had been shot dead. One of the Sultan's aides was injured from a second grenade. When told later of his assailant's death, the aged Sultan said, "It is the will of Allah." Au sujet de la politique actuelle, des différends qu'il y a entre Alger et Rabat, c'est un différend qui est lié à 2 événements importants. Le premier événement, c'est la question du Sahara occidental. Vous savez que depuis 1975, le Maroc revendique le Sahara occidental qui avait été partagé par la puissance tutélaire, c'est-à-dire l'Espagne, lors de la conférence de Madrid en novembre 1975, 2 tiers pour le Maroc, 1 tiers pour la Mauritanie. Ça, c'était novembre 1975. Et en 1979, le Maroc a pris le dernier tiers en envoyant son armée
en août 79, alors qu'un accord avait été signé entre la Mauritanie et le Polisario à Alger. Et une semaine après cet accord, feu le roi Hassan II avait décidé d'envahir militairement le dernier tiers, notamment la province de Dakhla, qui est à quelques encablures de la Mauritanie. Donc ça, c'est le problème numéro 1 qu'il y a entre Alger et Rabat. Et nous pensons que le Maroc a une profondeur historique qui est tous les dirigeants du Maroc sont venus de Sidi Hamra, tous, les Almohades, les Almoravides, les Almohades, les Morabitoun, les Mouahidoun, les Saadiens, les Alaouites, tous les gouvernements. Le pouvoir politique s'est toujours situé dans le Sahara. Le problème du Sahara n'est pas le problème de Hassan II, c'est le problème d'un peuple, d'une histoire. Donc il faut tenir compte. Je ne vais pas être apprécié par beaucoup de dirigeants algériens, ils vont m'insulter là-dessus, mais Ammar Saïdani avait raison. Il fallait régler le problème du Sahara, il fallait accepter de tourner la page du Sahara occidental. Le Sahara doit rester marocain. Oublions ce problème du Sahara occidental. Comment un pays comme le Sahara va survivre? Qui va le protéger? L'Algérie. On n'a pas encore, on a du mal à protéger notre propre territoire, à développer notre propre territoire, à essayer de rattraper ce que nous avons, ce que nous accusons comme sous-développement. Ça n'apporte rien. Et Ammar Saïdani en 2019, il avait totalement raison. Ammar Saïdani, ancien patron du FLN, ancien président de la PN, je rappelle, il a dit le Sahara est marocain et rien d'autre. Alors ce mec, je le dis, moi je pèse mes mots, je tiens à lui présenter mes excuses parce qu'il avait raison. Si dès 2019 on avait réglé le problème de la marocanité du Sahara occidental, de la reconnaissance de la souveraineté marocaine du Sahara occidental, ou le plan d'autonomie du Maroc, on aurait eu des bonnes relations, on aurait enterré l'âge de guerre. Est-ce que le Maroc aurait normalisé ses relations avec Israël en décembre 2020? Je vous pose la question et que chacun d'entre nous est-ce que le Maroc aurait été contraint de normaliser ses relations avec Israël si l'Algérie avait accepté le plan d'autonomie marocain dès le départ et elle avait accepté de tourner la page et on aurait accepté la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental? Jamais le Maroc n'aurait normalisé ses relations avec Israël et on le sait tous. On aurait pu éviter la percée de l'influence israélienne dans la région si l'Algérie avait accompagné le Maroc dans ses efforts de normalisation et dans ses efforts de reconnaissance de sa souveraineté sur ce territoire qui lui appartient. Il faut dire la vérité, c'est leur Sahara. Le problème numéro 2, c'est le fait que Rabat a décidé de laisser Tel Aviv installer une base militaire, notamment de drones, à quelques encablures du territoire algérien. Et là, c'est casus belli. Comment notre voisin historique, qui s'appelle le Maroc, peut-il accepter qu'une puissance très éloignée, et on sait qu'elle a occupé en 67 100% de la Palestine, comment peut-il laisser Tel Aviv installer une base militaire à côté d'Alger? C'est pas possible, ça. C'est une absence totale de maturité. Il faut être vraiment algérien pour oser des choses comme cela. إسرائيل عندها 65% في أضرار الغاز راهي في البلاد. الله أكبر الله أكبر. شوفوا إسرائيل نتنياهو دافيد روبنشتاين الزعيم تاع كارلين الزعيم تاع نبتون الزعيم تاع تويد وين عم يخدم مع سوناتراك فورا
وين جايه هذه ليبتول جايه في اضرار. مشكل تصدير الغاز المسال. نعم، الغاز المسال القادم من إسرائيل، مراقبون قالوا قبل قليل أن ناقلة كانت تسعى لتحميل شحنة من الغاز الطبيعي المسال من محطة إيدكو للغاز الطبيعي في مصر غادرت البلاد خاوية وتحولت إلى الجزائر للتزود بعد توقف خط نبيب إسرائيل الذي ينقل الغاز لمصر بسبب الصراع مع حماس. Pour la question du Sahara occidental, j'ai proposé une idée très simple et très pragmatique qui consiste en la chose suivante. C'est de faire en sorte que ce territoire soit géré à la fois par Alger et par Rabat pendant une période de 10 années. Bien sûr, on posera la question au peuple sahraoui dans le cadre d'un référendum où on demandera aux Sahraouis est-ce que vous êtes d'accord pour que pendant 10 années, le territoire du Sahara occidental, qui constitue 266 000 km², soit géré conjointement par Alger et Rabat dans le cadre d'un condominium. Après ces 10 années, il y aurait un nouveau référendum où on poserait 3 questions. Première question, est-ce que vous voulez rester sous le régime de la double souveraineté algérienne-marocaine? Deuxième question, est-ce que vous voulez être une province autonome dans le cadre de la monarchie marocaine? Et troisième question, est-ce que vous voulez l'indépendance? Cette idée-là, je pense que les 5 grands, États-Unis, Russie, Chine, France et Angleterre, ne s'y opposeraient pas. Pourquoi? Car cette proposition reconnaît la pertinence du plan d'autonomie du Maroc sur le Sahara occidental, moi je rajoute, dans le cadre de la double souveraineté algéro-marocaine. C'est une absence totale de maturité. Il faut être vraiment algérien pour oser des choses comme cela. Et le président Tebboune vient de dire que finalement, ça lui était égal, que finalement il a temporisé dans sa dernière intervention cette reconnaissance française. Donc finalement, les choses pourraient s'améliorer, vous ne pensez pas? Le président Tebboune, encore une fois, je vous l'ai dit, il n'est pas tout seul dans l'univers politique algérien. Il est obligé de composer. Quand vous avez vu que la France a décidé de retirer des avantages dus au passeport diplomatique d'à peu près 800 responsables algériens, évidemment, le but de la France était d'isoler le président Tebboune. Et je l'ai dit clairement dans une vidéo, que la stratégie de l'État français, car je distingue l'État français de la République française. La République française, c'est les Lumières, l'État de droit, la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais l'État français, c'est les intérêts. Et l'État français, je crois, avait la volonté d'isoler et de pousser à la fois des militaires algériens, des services secrets algériens, à mettre de côté le président Tebboune, comme ils l'ont fait en 1998 avec le président Zaroual, comme ils l'ont fait en avril 2019 avec le président Bouteflika. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté de séparer Tebboune, le président Tebboune, du reste du système politique algérien. Donc, de façon pragmatique, le président Tebboune a décidé de revenir sur la position qui était la sienne à partir du 30 juillet 2024, en essayant d'apaiser la situation, car il est conscient, quand on est isolé, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, en 2014, sur les plateaux de télévision algériens, j'avais reconnu l'apport du sultan Mohamed V dans la révolution algérienne. Vous savez que le sultan Mohamed V avait autorisé 5 usines d'armement des combattants algériens afin de lutter contre le colonialisme français. Pourquoi il nous a aidés, le sultan Mohamed V? Parce que les Algériens, avant ça, l'avaient aidé à retrouver son trône en 1955. Donc il y a un échange fraternel entre nos deux pays. الشيخ التاريخ تاعنا مزور ولا مش مزور؟ كلمة كبيرة جدا أنك تقول أنه التاريخ مزور. طيب دكتور، كسؤال ربما سيكون السؤال الأخير في هذه الحلقة. أسألك كمؤرخ وكباحث جامعي، هل تتفق معي إذا قلت لك أن في الجزائر نخشى من التاريخ؟ إذا اتفقت معي في هذه الفكرة، لماذا نخشى التاريخ في الجزائر؟ يعني من 62 إلى يومنا هذا هناك أشياء كثيرة ما زال يرفها الغموض في الجانب التاريخي. لماذا نخشى التاريخ في الجزائر؟ والله شوف، هو هذا كلام الأستاذ الكبير دكتور أبو القاسم سعد الله، مقال شهير الخوف من التاريخ. الجزائري في الحقيقة يتستر بمساحيق. الجزائري في الحقيقة يتستر بمساحيق، يتستر بإيديولوجيا لا يؤمن بها إيمان عميق جدا، يتستر بوطنية كاذبة، يتستر بوطنية كاذبة.
يتصدر بمصلحة وطن، وهو يدافع عن أنانيته كشخص في الظهور وحب الظهور إلى غير ذلك. لكن أنا نقول أنه التاريخ حقائق ووثائق. صحيح. الذي يخشى التاريخ هو الذي يخشى أن يعرف جذوره وأصله. فإذا كان هذا الرجل ينتمي إلى جذر فاسد فمعنى ذلك أنه سيغطي التاريخ، وتغطية التاريخ بتزوير الحقيقة وبشتم الآخرين وبحرق الوثائق. نعم. 3 أشياء مهمة جدا في الخوف من التاريخ. الأمم والشعوب المتحضرة لا تخشى التاريخ. الاستقلال ما قدمتش الجزائر ما بعد الاستقلال انجازات اللي تربطوا بالهويه تاعو ويفتخر بها، وبالتالي الضعف الحاصل في المجتمع لابد انه عنده ثمن، هذا الثمن يولي الجزائر يحوس على هويات فرعيه يتفاوض بها. لانه هناك مشكله ثقافيه، لان هناك مشكله ثقافيه انجبت الشعور بالدونيه، انجبت مركب نقص لدى الجزائريين. اي هويه لاي مجتمع مرتبطه بمعالمه واعلامه. وهو ما دفعنا للبحث في الإشكالات الهوياتية المطروحة في مجتمعنا اليوم، وبالتحديد تلك التي يحتدم حولها النقاش سواء في الأوساط الشعبية أو النخبوية، وحتى لدى الطبقة السياسية في بعض الأحيان. Le Maroc, c'est très très singulier, bien entendu, parce que le Maroc n'a pas été colonisé. Je veux dire, que ce soit par les Ottomans ou très tardivement par la France, parce malheureusement on met sur le même pied d'égalité le Maroc et l'Algérie, ce qui est faux, parce que le Maroc, les Français sont entrés au Maroc en 1912 et ont fini entre guillemets la pacification en 1934. Et le Maroc est devenu indépendant en 1956. Donc la présence coloniale française au Maroc, en tout et pour tout étendue sur l'ensemble du territoire, c'est 20 ans. C'est tout. Et c'est pas une colonie, mais c'est 20 ans. Alors que l'Algérie, c'est 132 ans, c'est pas pareil du tout. Donc ça n'a rien à voir. Donc pourquoi je dis cela? C'est parce qu'effectivement, il y a au Maroc cette vieille nostalgie, tradition marzénienne, disons, de l'existence de l'État centralisé se posant en protecteur de ses minorités. C'est une vieille histoire qui n'a pas connu les fractions coloniales, en fait, qui se perpétue. Bon. Ce qui est à la fois, pour moi, bien sûr, un signe d'une histoire non brisée et donc qui peut être intéressante à observer parce qu'elle a été non brisée, je veux dire par rapport à l'histoire algérienne, tunisienne, etc. La France a créé l'Algérie. Il existait effectivement, avant que la France colonise l'Afrique du Nord, un État autonome mais pas indépendant, qui se nomme la Régence d'Alger. Mais cette Régence d'Alger, bien que partage des similitudes avec l'Algérie, connaissait aussi des différences avec celle-ci. En effet, il ne faut pas confondre la Régence d'Alger et l'Algérie. L'Algérie actuelle est une création artificielle de la France, qui réunit des multiples de peuples et d'ethnies différentes. Ces populations n'auraient pas connu d'unité politique vu leurs différences, bien que ces peuples habitaient déjà la région avant la colonisation française. La Régence d'Alger n'était pas une nation, car une nation est une communauté politique établie sur un territoire défini et personnifiée par une autorité souveraine, selon l'ONU. De plus, cet État se concentrait sur le littoral et autour de la ville d'Alger. Il n'existait pas de nation algérienne avant la colonisation, puisque celle-ci était inféodée à la Sublime Porte, qui est l'Empire ottoman. Ensuite vient l'argument que la France n'avait pas, au cours de son histoire, les mêmes territoires pour justifier que la Régence d'Alger et l'Algérie étaient une même nation, malgré l'énorme différence de territoire. Cela est vrai, mais il existait entre toutes ces époques une continuité culturelle et politique, ce qui n'existait pas dans l'actuelle Algérie avant la colonisation. De plus, l'expansion territoriale française pérenne en Europe s'est fait par grignotage, c'est-à-dire qu'il s'est déroulé sur des siècles, même un millénaire. Tandis que la constitution actuelle d'Algérie a vu une forte expansion territoriale artificielle, réalisée par la France. Ainsi, la France a bien créé la nation algérienne, avec des éléments préexistants à colonisation. Mais il ne faut pas oublier le rôle important de la France dans la constitution de l'État moderne de l'Algérie.